Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Nous avons le grand honneur d'avoir dans les Afters de la Transformation Serge Trigano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme d'affaires français, vous êtes le cofondateur de Mama Shelters, mais également l'ancien président du Club Med. On va déjà commencer par le Club Med. Vous y êtes resté combien de temps ? Je suis resté une trentaine d'années à y travailler et une cinquantaine d'années à y vivre. Je suis un peu né dans le club. Moi, je suis de 46, le club est né en 50. Mon père l'a pratiquement dirigé depuis le début et donc toute l'enfance était bercée de ses récits, de l'histoire du club, de ses conquêtes de marché, de ses visites à travers le monde, de ses recherches de sites. Mes vacances étaient au club, bien sûr. Les vacances universitaires, j'étais géo et donc c'est toute une vie du club. D'accord, vous devez avoir des anecdotes assez rigolotes à raconter par rapport au Club Med. Il y a une foultitude d'histoires, mais ça c'est une autre chose. Il y a eu d'énormes transformations menées par le Club Med pendant toute la période où vous y étiez. Ça a énormément évolué. Au départ, c'était combien de clubs ? Le premier en 40, en 50, comme vous m'avez dit ? En 1950, le premier était à Alcudia, au Baléares. C'était un petit village de paillotes, de tentes de camping, Trigano, ce qui a fait le rapprochement entre Gérard Blitz, qui a été le premier fondateur du club, et Gilbert qui l'a développé. Et puis après, la formule a plutôt bien fonctionné. Il y a eu un village à Barati en Italie, puis Corfou, qui a été un des villages emblématiques de l'histoire du club. Et en 80, mon père a pris la décision de partir à la conquête du monde et de se développer aux États-Unis, en Asie, au Brésil. Et moi, j'ai participé à cette conquête en travaillant à New York pour le Club Med aux États-Unis. C'est d'ailleurs là que Club Méditerranée est devenu Club Med, parce que pour les Américains, Club Méditerranée, c'était trop long à prononcer, et ils nous en ont fait un Club Med. Mais donc, vous étiez un enfant qui voyageait partout dans le monde ? J'ai eu cette chance inouïe. D'abord, voyager à l'époque, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. C'est pas le cas aujourd'hui. C'était rare. Voilà. Bon, en plus, travaillant au club, on était accueillis quasiment comme des chefs d'État partout où on arrivait. Donc, double bonheur. Et c'était une visite et c'était surtout des contacts humains. C'est là où on apprend à comprendre les autres. Nos amis marocains, tunisiens, mexicains, japonais. Voilà, ça c'est une histoire inimaginable et inoubliable. Donc déjà, à partir du Club Med, c'est déjà une success story familiale. Ah oui, c'est une magnifique success story de Gilbert, de mon père, qui en a fait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comme disaient les journalistes. Quand on a quitté le club, il y avait environ 150 implantations à travers le monde du club et de ses filiales, et on était présent dans pratiquement tous les plus beaux endroits du monde, parce que Gilbert avait un don inimaginable de trouver chaque fois le bel endroit et le beau spot. On va parler des films. Est-ce que les films qui ont été tournés, par exemple, au Club Med ou qui s'inspirent du Club Med, vous ont aidé justement dans la communication ? Écoutez, il y a eu toutes sortes de films. Il y a des tas de films qui racontent le club, donc qui sont plutôt pas mal. Il y a un film qui a connu un succès inimaginable, qui est Les Bronzés, qui a fait rire toutes les équipes du club, à l'exception de mon père, qui en a été très contrarié, parce que le club, c'était sa vie. C'était un homme très pudique, et donc qu'on raconte cette facette du club qui existait. Il en était bien conscient, mais qu'on en fasse tout un film, honnêtement, ça lui a un peu pourri sa vie pendant quelques temps. Ça n'a eu aucun impact. C'est-à-dire que ceux qui n'aimaient pas le club ont continué à ne pas l'aimer, en disant, voyez, on vous avait dit ce que c'est. Et ceux qui ont aimé le club ont continué à y venir en disant que c'était l'endroit le plus beau du monde et qui continueraient à y passer leurs vacances. Vous partez du Club Med en quelle année ? En 97. Pour quelle raison ? On peut en parler un petit peu ? Un clash avec les actionnaires. La famille Agnelli décide de me jeter, c'est le mot, parce que les résultats de l'exercice n'étaient pas en phase avec les attentes du marché. Et donc, c'est un peu violent et je quitte le club. D'accord. Et alors, comment on se réinvente quand on a passé comme ça plus de 30 ans dans votre Club Med, dans vos Club Med ? D'abord, pour être honnête, il y a un petit passage un peu difficile. Il y a 2-3 années. Burn-out. Un petit burn-out. Il y a 2-3 années de traversée du désert, d'angoisse, d'autant plus que nos successeurs aient pris un malin plaisir à expliquer qu'on était des nuls et des incompétents. Donc, ça a été un peu violent. C'est la vie des affaires, hein. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et puis après, j'ai la chance d'avoir une famille solide, une femme qui est à mes côtés depuis 50 ans, 2 fils extraordinaires. Et on a décidé de se réinventer et de réinventer quelque chose. Et alors, vous allez réinventer les Mama Shelters. Oui, avec l'idée au départ que ça pourrait être un resort, puisqu'on voulait montrer qu'on n'était pas aussi nul que ce qu'on nous avait dit. Donc on avait prévu de faire un resort au Maroc, dans la région de Marrakech. Pour un certain nombre de raisons, ça ne se fait pas.
Et après, on a une idée qui est de se dire, tant qu'à se réinventer, autant se réinventer sur un domaine un peu différent, en restant dans le domaine de l'hôtellerie, mais en quittant les villages de vacances et les resorts et en s'intéressant à l'hôtellerie de ville. Parce qu'à l'époque, d'abord, la ville regagne un certain attrait. Les maires des grandes villes font un travail formidable pour les réinventer. Les Martine Aubry, les Alain Juppé, tous ces hommes et ces femmes, je ne parlerai pas de Paris, font un travail extraordinaire. Et on prend des vacances plus courtes. L'arrivée du TGV, l'arrivée d'Internet fait qu'on peut décider un mercredi, jeudi de partir un week-end avec la personne qu'on aime, avec ses enfants, dans une ville, visiter un musée, voir un match de foot, écouter un concert. Voilà, et on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est comme ça que ça démarre. Et c'est des hôtels aujourd'hui où c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui viennent dans les Mama Shelters? Oui, d'abord, je crois que le point fort du Mama Shelter, c'est que c'est un lieu qui est ouvert aux habitants de la ville. La clé de notre succès, vous allez bruncher le dimanche avec des gens que vous aimez au Mama Shelter. Voilà. On y passe l'après-midi. On y passe l'après-midi, on écoute un peu de musique, on s'amuse avec ses copains, on fait une partie de baby-foot. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est la vraie clé. C'est à la fois un lieu qui n'est pas clivant, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Vous avez beaucoup de fric, pas beaucoup de fric, vous êtes black, vous êtes blanc, vous êtes feuille, vous êtes beurre, tout le monde est bienvenu, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de lieux à Paris. C'est ouvert à tout le monde, c'est plutôt abordable, c'est des tarifs abordables. Et donc cette ouverture sur la ville a été, je crois, la bonne clé. Et d'ailleurs, quand on ne savait plus comment expliquer le Mama, on disait que le Mama, c'était un bar avec des chambres au-dessus, plus qu'un hôtel. Voilà. Et vos fils, parce que vous avez 2 fils, donc vous êtes cofondateur avec eux du Mama Shelters. Quand vous quittez le Club Med, quand il y a eu ce petit passage à vide de 2 ans, vous allez les chercher en leur disant « j'ai un projet, je voudrais qu'on le monte tous les 3 ». Écoutez, le bonheur que j'ai, c'est que je ne vais pas les chercher. C'est que le soir de mon éviction du club, mon fils Benjamin, qui travaillait chez Coca-Cola à Atlanta, donne sa démission, prend l'avion et me retrouve à Paris le lendemain matin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'autre fait à peu près la même chose. Et donc, on décide ensemble de travailler. Et moi, j'adore travailler en famille. Je travaille avec mon père pendant 30 ans et j'ai le bonheur de travailler avec mes 2 fils. Aujourd'hui, le Mama Shelters a été racheté, je crois, par le groupe Accor. Absolument. Depuis combien de temps? Depuis 6 mois. 6 mois. Je ne peux pas vous demander combien vous avez vendu le Non. groupe. Évidemment. D'accord. Mama Shelters, aujourd'hui, c'est combien d'hôtels dans le monde? Il y a 16 Mama Shelter dans le monde, 8 en France et 8 à l'étranger, un peu partout, Los Angeles, Prague, Belgrade, Londres, Rome, Lisbonne. Et puis, il y a maintenant une dizaine de mamas en construction. La prochaine ouverture, c'est Rennes. Et puis, on ouvre à Dijon, on ouvre à Dubaï. Un truc assez étonnant, avec à la fois des chambres Mama Shelter et des appartements Mama Shelter. Et l'investisseur a décidé de faire des appartements brandés, enfin décorés Mama Shelter, qui sont déjà tous vendus, ce qui est incroyable. Moi, je n'en reviens pas. Puis après, on travaille sur des projets à Medellín, en Colombie, à Casablanca, Marrakech, Tunis, Singapour, Abidjan, Cape Town. Voilà. Et comment ça se passe donc? Parce que Accor reprend la main de Mama Shelters. Il y a des équipes d'Accor qui dirigent maintenant le Mama Shelter. Et Jérémy et moi, on reste leurs consultants. On les accompagne. Mon fils sur tout ce qui est la restauration et tout ce qui est le design. Et moi sur tout ce qui est le développement. Voilà. Vous utilisez souvent des architectes stars. Vous avez travaillé avec Stark, par exemple, mais avec d'autres architectes. Ça a toujours un peu la même signature, le Mama Shelter. On essaye de s'entourer de très belles signatures. Dans la restauration, on avait pris Alain Sanderin et Guy Savoie, qui sont 2 chefs exceptionnels. Dans le design, on avait pris le meilleur, qui était Philippe Stark. Et donc, c'est ce mélange. Alors, il y a maintenant un bureau du design Mama Shelter, dirigé par un garçon formidable, Benjamin Doglani. Et c'est ce bureau de design qui dessine tous les mamas qui sont en construction. Et votre autre fils est parti sur une autre voie? Notre autre fils travaille depuis longtemps à Los Angeles, il a une galerie de tableaux et il travaille sur la partie de la communication et du marketing. C'est lui qui nous a aidé à lancer le Mama, il a été partie prenante dans le lancement du Mama Shelter. Très bien, on a parlé un petit peu du Mama Shelters. Maintenant, on va imaginer un petit peu les hôtels de demain. Comment vous les voyez, vous, Serge Trigano? Écoutez, je peux vous dire ce qu'on est en train de voir, puisque nous, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Autant en parler comme ça directement. Un projet qui s'appelle OBaby, qui est un nouveau concept d'hôtel conçu avec Philippe Stark, qui nous rejoint à nouveau, et qui a pour marque de fabrique de répondre aux attentes des enjeux écologiques d'abord,
Donc c'est une structure en bois, ce sont constructions modulaires en bois, donc on amène les modules sur le site et on va essayer de réinventer une nouvelle hôtellerie. Voilà, c'est un des éléments de l'hôtellerie de demain. À côté de ça, il y a tous les hôtels lifestyle qui vont continuer à se développer. Moi, je crois que la beauté de notre métier, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour l'hôtellerie économique, les Ibis ou autres. Il y a de la place pour le haut de gamme, du très haut de gamme. L'enjeu va se trouver, à mon avis, sur la qualité des équipes. C'est là que se fera la différence. Comment intégrer justement une dynamique un petit peu RSE à ce type d'hôtel, aux hôtels justement aujourd'hui? Je crois que c'est une obligation. Je veux dire, c'est même plus une option. Quand on a ouvert le premier Mama, honnêtement, on n'a pas été très très vigilant là-dessus. On était tellement content d'arriver à le financer le premier que... Surtout qu'on n'en parlait pas à l'époque. Voilà, absolument. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle que de ça. Bon, c'est presque trop, à mon avis. On passe d'un extrême à l'autre. Mais enfin, c'est une vraie donnée du monde d'aujourd'hui. On a vécu un été compliqué. On sent que les choses sont un peu compliquées. Voilà, donc on est, je crois, obligé, quels que soient les codes qui vont être mis en place, les nouvelles règles et autres, je pense que les clients et les équipes ne viendront que travailler ou séjourner que dans des hôtels qui vont répondre à ces enjeux. Donc c'est même plus une option. On doit s'y référer et faire en sorte qu'on réponde à cette nouvelle donne. C'est par exemple utiliser des produits d'entretien écologique également, c'est pas faire changer les serviettes tous les jours. Oui, c'est par exemple, nous dans notre nouvel hôtel, l'eau des robinets sera filtrée, comme ça il n'y aura plus de problème de bouteilles d'eau dans les chambres. Voilà. C'est des tas de choses comme ça, c'est le photovoltaïque pour essayer de répondre aux enjeux. Enfin voilà, c'est toute une série de petits points qui au final font qu'on est carbone zéro et qu'on a un bon bilan carbone comme on dit. D'accord, donc ça va être un point de communication clé pour votre prochaine ouverture. On va parler un petit peu de vos résidences, parce que vous ne faites pas que ça, vous êtes pluridisciplinaire, je dirais. Casa Barbara, c'est des résidences pour personnes âgées et seniors boomers, des seniors en bonne santé. Quelle est la différence et pourquoi avoir créé ça? Parce que je commence à être vieux et qu'il faut que je prépare mes endroits de retraite. Et deux, pour être un peu sérieux, parce qu'il y a un vrai besoin. Parce que quand on vieillit, quand on perd l'homme ou la femme de sa vie et qu'on se retrouve seul dans son appartement, même si l'appartement est beau, même si les enfants viennent vous voir un petit peu, vous vous ennuyez à mourir et vous mourrez. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit qu'apporter un peu de notre touche, notre savoir-faire du club et du Mama à ce monde-là pouvait être intéressant. Voilà. Faire un lieu où on va casser la solitude. Alors c'est beau parce qu'on a pris une décoratrice de talent, c'est bon parce qu'on a pris un des plus grands chefs prestigieux, Pierre Gagnère, mais surtout c'est un lieu dans lequel les hommes, les femmes vont pouvoir vivre, rencontrer du monde. C'est un lieu qui est ouvert sur la ville, on n'est pas enfermé entre vieux. Moi j'ai visité quelques résidences. On a envie de se flinguer, quoi. Je veux dire, je crois que je préférais mourir que de finir ma vie là-dedans. Il faut être autonome. Il ne faut pas avoir de... c'est pas médicalisé. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut s'il se passe quelque chose. Mais c'est pour des gens, encore une fois, en bonne santé, mais qui ont vieilli, qui ont 75, 80, 85. On a une femme qui a 90 ans qui est là-bas, qui sont encore dans la séduction, qui vont se faire maquiller, se faire coiffer. Voilà, c'est ça le Casa Barbara. Ils sont où, vos centres ? Alors, le premier Casa Barbara a ouvert à Levallois, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et le deuxième Casa Barbara ouvrira à Nice au printemps prochain. C'est en général très cher, les résidences pour personnes âgées. Est-ce que c'est le cas aussi des Casa Barbara ? Écoutez, je crois qu'on est dans les prix du marché. Il y a ce qu'on appelle T1, T2, T3. Un appartement, c'est entre 2 000 euros par mois de location. 4 000, un T3 avec une terrasse assez extraordinaire. T3, c'est quand il y a une chambre pour recevoir, par exemple. Voilà, exactement. Et il y a un forfait de restauration de 900 euros par mois pour manger matin, midi, soir, goûter, petit déjeuner. Au restaurant de Pierre Gagnère. Pierre Gagnère. Bon, à mon avis, on a dû se tromper dans le calcul. Il faut en profiter vite parce que ça ne va pas durer longtemps. Je suis d'accord. On va parler aussi un peu de votre livre, Trigano Loves You. C'est un livre qui est sorti il y a combien de temps, Serge ? Il y a 2 ans, je crois. Alors pourquoi avoir cette volonté d'écrire ? Parce que j'avais envie de... C'est un de mes fils, c'est Benjamin, qui m'a dit que ça fallait écrire parce que l'histoire était belle et que j'avais envie de le mettre par écrit pour... d'abord pour mes petits-enfants, pour qu'ils gardent un petit souvenir de leur grand-père, et puis pour des gens, hommes et femmes, que l'aventure a amusé parce qu'ils ont été GM du club, parce qu'ils ont connu le Mama Shelter. Voilà, donc ça m'amusait de mettre ça par écrit. J'imagine que vous racontez plein d'anecdotes dans ce livre. Je raconte un certain nombre d'anecdotes. Enfin,
Une de celles qui, moi, m'a toujours le plus amusé, c'est la rencontre avec le pape. Donc Gilbert était président du club et un jour, son assistante... Gilbert, c'est votre père. Mon père, son assistante lui dit « On a reçu un appel, le pape voudrait vous rencontrer. » Bon, c'était à l'époque où le film des Bronzés était sorti. Donc Gilbert dit « Ok, c'est une plaisanterie, j'ai pas que ça à faire, oublions. » Et puis 8 jours après, la fille revient dans le bureau de Gilbert et dit « Monsieur Trigano, écoutez, on vient de recevoir un appel de quelqu'un qui est un petit peu contrarié. En principe, quand le pape demande à voir quelqu'un, on répond positivement. » Donc Gilbert se renseigne et on s'aperçoit qu'effectivement, Jean-Paul II voulait rencontrer Gilbert Trigano. En fait, parce que Jean-Paul II était un grand sportif et son coach sportif était un GM du club, qui avait dû lui raconter le club. Et le pape, qui était un type extraordinaire, assez curieux, dit je voudrais rencontrer ce mec. Voilà. Et donc, après un long protocole, on se retrouve au Vatican, mon papa, ma maman, mon épouse, et on est installé en rang d'oignon. Et le pape arrive vers Gilbert et dit alors, monsieur Trigano, dites-moi un peu ce que c'est que votre métier avec ce club méditerranéen. Et Gilbert lui dit sa sainteté, mon métier, ça consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits possibles et leur apporter un peu de bonheur. Et le pape le regarde avec un sourire incroyable et dit alors, Trigano, nous faisons le même métier. Voilà. Wow. Et il s'en va, il continue, on fait la photo et tout. C'est très beau. On va parler maintenant du Zoom sur le prix de la transmission familiale que vous avez reçu en novembre 2021, parce que vous êtes une vraie success story familiale. Comment on travaille avec sa famille? Est-ce que c'est compliqué de travailler en famille? C'est pas tous les jours facile, mais moi j'en ai fait mon mode de fonctionnement parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit bien évidemment avec son père ou avec ses fils, qu'on n'a peut-être pas toujours avec d'autres collaborateurs, parce que les métiers dans lesquels on est sont des métiers dans lesquels il n'y a pratiquement plus de vie privée. Le club ou le Mama, c'est 24 heures sur 24, il peut se passer quelque chose, les soirées, les week-ends, les trucs, les machins. Donc il faut que la famille accepte ce mode de fonctionnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est plus facile de travailler en famille. Et moi, j'en ai été très, très heureux. Je vous remercie, Serge Trigano, d'être venu nous voir sur le plateau des Afters de la Transformation. Merci beaucoup, merci à vous. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la totalité des podcasts sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Bonne journée à tous. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.